Un nouveau Facebook Live Hebdo et comme vous savez, j'ai commencé cette petite série au mois d'avril pour répondre aux questions, parce que je reçois beaucoup de questions par mail, par tous les canaux de communication classiques et il y a beaucoup parfois de questions redondantes. Donc je me suis dit, allez, je fais un Facebook Live, comme ça j'y réponds en direct, ça profite au maximum de gens. Donc n'hésitez pas, si vous avez vous-même des questions auxquelles vous voulez que je réponde, et vous m'envoyez un petit mail, un messenger, vous m'écrivez une question aussi dans la file de l'événement et je prendrai les questions qui sont les plus récurrentes ou les plus, à mon sens, plus pertinentes pour être business analyst. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye au maximum en tout cas. Le live, il sera comme d'habitude disponible en replay, donc ceux qui ne sont pas là à 12h15 heure française, c'est pas grave, vous pourrez le voir en replay sur Facebook. Vous pourrez aussi le voir dans YouTube, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de compte Facebook et qui me demandent comment ils peuvent voir le replay. J'essaierai de le mettre à disposition dès demain. Voilà, alors... Ceux qui ne me connaissent pas, je me présenterai rapidement. Je m'appelle Alice Facci, je suis business analyst depuis 2008 et je suis également la fondatrice du blog bestofbusinessanalyst.fr que j'ai lancé en septembre 2018. Au début, c'était juste un petit blog pour donner mon expérience et ça s'est étoffé de plus en plus. Et il y a maintenant une vraie communauté de business analystes aspirants ou en poste qui me pose plein de questions, qui me permet d'alimenter le blog avec mon expérience et celle des autres et aussi de faire beaucoup de veille internationale pour apporter le plus d'informations à tout ce beau petit monde dont je fais partie. Je suis également depuis début 2020 membre du conseil d'administration de l'IIBA, International Institute of Business Analysis, qui est l'association historique de la business analyse, fondée par nos amis canadiens à Toronto en 2005. Donc moi je suis membre du chapitre France. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur mon parcours, je vous laisse regarder sur mon site. Il y a une rubrique, je crois que c'est à propos d'Alice, ça doit s'appeler comme ça. Vous verrez un petit peu comment j'en suis arrivée à devenir moi-même business analyst, puisque je ne suis pas business analyst à l'origine. J'étais contrôleur de gestion, j'ai fait une école de commerce international. Et donc pendant 9 ans, j'ai pas du tout fait ce métier de business analyst, comme l'essentiel d'entre vous, si ce n'est tous ceux qui deviennent business analyst. Voilà, donc vous verrez mon parcours et comment j'en suis arrivée à faire ce métier. Alors, pour ce live, aujourd'hui, j'ai choisi de répondre à la question de Monique. Je vais vous lire un extrait de ce qu'elle m'a envoyé. Elle me dit ceci: « Je suis ingénieure commerciale de formation avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de la vente de solutions informatiques et je voudrais me reconvertir en tant que business analyst. Quels conseils pourriez-vous me prodiguer ?» Monique me dit également qu'elle a fait un master marketing et management. Elle a fait également un autre master en commerce et communication. Et in fine, elle est devenue chef de vente de solutions informatiques. Alors Monique, je ne sais pas où tu habites, mais apparemment c'est dans un pays en Afrique, puisque tu me dis anticiper la future grosse demande de business analyst sur le marché africain. Et donc tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour te reconvertir avec succès dans ce métier qui a priori a l'air de beaucoup te plaire. Donc vous êtes très nombreux honnêtement à vous poser cette question, pas forcément avec le même background métier, mais voilà, vous avez eu un métier avant, vous voulez devenir business analyst et vous ne savez pas comment faire, donc je vais y répondre aujourd'hui. Alors, j'aime bien structurer, même si c'est qu'un live, entre guillemets, qui devrait être un quart d'heure, j'arrive jamais à tenir en un quart d'heure, en général c'est plutôt 40 minutes. Mais voilà, le plan, ça permet aussi de voir les différentes étapes pour arriver à devenir business analyst. Donc premièrement, petite piqûre de rappel qui fait pas de mal sur les différents types de business analyst. Également, je vais vous parler du marché de l'emploi des business analysts. Alors, c'est pas ma spécialité, je suis pas recruteuse, mais par contre, évidemment, j'ai accès à beaucoup d'informations de par mon blog, de par mon background personnel, de par le fait que je suis freelance et donc j'ai accès à beaucoup de sociétés de services et donc je vois également comment ils recrutent et comment ils cherchent leur business analyst. Par contre, évidemment, je connais surtout le marché français, puisque je suis française, et les informations que j'ai d'autres pays me proviennent essentiellement de personnes qui me contactent et qui m'expliquent un petit peu comment ça fonctionne chez elles, ou alors lors de coaching. J'ai parfois des coachings avec des gens qui sont au Maroc, au Bénin, dans d'autres pays en fait, et qui m'expliquent comment ça se passe chez eux. Voilà. Donc après ce petit point sur le marché de l'emploi des business analysts,
un autre point sur les atouts que vous, en tant que futur business analyst ou business analyst débutant, avez parce que vous provenez d'un métier en particulier. La finance, la vente ou alors un secteur particulier, quels sont les atouts que vous pouvez mettre en avant pour devenir business analyst. Et puis évidemment, comment devenir réellement, quelles sont les étapes pour devenir business analyst quand on vient du métier. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions, je vais les lire à la fin, hein, je ne les lirai pas en cours de route, sinon je perdrai le fil. Donc j'y répondrai à la fin de ce live. Si j'ai pas le temps parce que ça a pris trop de temps, ce qui est possible, vous inquiétez pas, je vais quand même les lire et je peux faire d'autres lives sur vos propres questions et vous inquiétez pas, c'est pas perdu. Alors, premièrement, la différence entre business analyst IT, système d'information, donc business analyst gouvernance et business analyst métier. Donc effectivement, un business analyst, par abus de langage, on appelle ça business analyst, en réalité, 80% d'entre eux, c'est business analyst en système d'information, c'est-à-dire qu'ils travaillent sur les projets de système d'information. Et sachez qu'il y a deux autres catégories de business analyst que j'appelle, alors c'est pas un dogme, hein, j'appelle ça business analyst gouvernance et business analyst métier parce que ça correspond au périmètre des activités qu'ils font. Mais grosso modo, quand vous êtes business analyst métier, vous travaillez plutôt sur des projets opérationnels métiers qui n'ont pas comme finalité l'implémentation d'un logiciel. Par exemple, vous allez faire du re-engineering de processus, vous allez faire des démarches d'amélioration continue, donc ça c'est ce que j'appelle business analyst métier. Après, vous avez le business analyst gouvernance. Alors lui, il est en général plutôt expérimenté et il va aider les cadres dirigeants et les managers à piloter leur activité et leur stratégie d'entreprise. Par exemple, ils vont les aider à mettre en place le suivi des performances des fournisseurs. Ils vont aider à la définition des KPI. Donc, KPI, c'est Key Performance Indicators, c'est la vision opérationnelle en fait d'une activité. Ils vont également aider à mettre en œuvre les TCO, encore un autre algorithme, un autre terme un petit peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas, mais TCO c'est Top Company Objectives et ça représente en fait plutôt la vision stratégique. Donc il y a vision opérationnelle avec les KPI et vision stratégique de l'entreprise avec les TCO. Donc ça, le business analyst gouvernance va pouvoir aider les cadres exécutants et dirigeants à le faire. Le business analyst IT, il travaille sur les projets de système d'information. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est 80% du marché de la business analyse. Donc ça, c'est le petit point avant de poursuivre. Donc, la question de Monique, elle était orientée sur le métier de business analyst en système d'information et ça tombe bien puisqu'effectivement, c'est l'essentiel du métier de business analyst. Le marché de l'emploi, alors comme je vous ai dit, je ne suis pas une experte, je suis quelqu'un qui connaît bien, surtout le marché français, mais je vous invite, sur la base de ce que je vais vous expliquer là, de vous renseigner dans votre propre pays, vous allez regarder les offres d'emploi par exemple, pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont le type de disciplines qui sont demandées, et combien il y a d'offres d'emploi, dans quelle région, etc. Donc moi je vais vous donner déjà juste un aperçu. Alors déjà, il faut comprendre que la maturité du pays, du marché, de la business analyse, elle dépend du pays. On n'est pas du tout tous au même niveau. En gros, on a les pays anglo-saxons et anglophones qui sont loin devant. Vous avez les USA, le Canada, l'Australie, donc les USA vraiment loin devant. Canada en deuxième position, l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est le premier, on va dire, groupe de pays qui ont une maturité au niveau de l'analyse métier et du marché des business analysts qui est la plus forte. Mais il continue de progresser. N'oubliez pas que la business analyst, c'est une discipline qui est née il y a une quinzaine d'années seulement. Ça existait de manière embryonnaire dans les entreprises, mais ce n'était pas formalisé. Et ça fait que depuis 2004-2005 que ça a été réellement formalisé, notamment par l'IIBA, International Institute of Business Analysis, qui est l'association historique de l'analyse métier née à Toronto, au Canada. Donc même ces pays anglo-saxons, ils ont encore beaucoup de progrès à faire et vous pouvez être sûr que ça va continuer de progresser dans les prochaines années. Après, alors c'est un peu plus étonnant, mais il se trouve qu'il y a pas mal de pays d'Europe de l'Est qui sont
plus avancé que les pays francophones. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que parce qu'il y a des schémas de certification qui se sont implantés dans ces pays plutôt que dans les pays francophones, France, Belgique, Suisse par exemple, je ne sais pas, mais effectivement, ils ont une avance en termes de marché de business analysis, une maturité à ce niveau-là que nous, on n'a pas en France par exemple. Donc dans ces pays, alors la business analyse, elle est vraiment reconnue dans les entreprises. Les recruteurs, ils savent ce que c'est, ils savent ce qu'ils attendent des business analysts. Également, l'offre de formation diplômante en général existe. Alors je ne sais pas si elle est très étoffée, mais en tout cas, elle existe. Les certifications également sont reconnues. Je dirais que c'est un peu comme nous en France, par exemple, la certification pour être chef de projet, donc certification PMP, du PMI ou Prince2, c'est très reconnu, il y a 1 million de certifiés dans le monde. On ne se pose pas la question de savoir ce que fait un chef de projet, c'est connu et reconnu. Eh bien, la business analyst dans les pays anglo-saxons, c'est pareil. Il ne se pose plus la question, c'est connu, reconnu. Après, vous avez un autre groupe que je dirais, voilà, disons que c'est les pays francophones européens. Je dis vraiment européens, puisque l'Afrique, les pays francophones africains, c'est encore une autre maturité. Là, on est à la ramasse par rapport au groupe anglo-saxon. On a peu, voire pas de formation diplômante au métier de business analyst. Les certifications, elles ne sont pas encore connues, ou très très peu, que ce soit d'ailleurs par les candidats eux-mêmes ou par les entreprises. Donc, comme c'est très peu connu et reconnu, un recruteur, quand il va recruter un business analyst, il va essentiellement se fier au niveau d'études. Donc, il va dire en général Bac plus 5. Sachant que dans les pays anglo-saxons, 44% des business analysts sont Bac plus 3, 34% sont Bac plus 5. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose parce que voilà, la demande n'est pas la même et la connaissance n'est pas la même. Donc, en France, le niveau Master 2 est vraiment ce niveau-là, et équivalent bien sûr, et c'est ce niveau qui est, on va dire, prérequis par les recruteurs. Et vous aurez du mal, et je sais qu'il y en a pas mal qui m'envoient des messages et qui sont vraiment dégoûtés parce qu'ils disent « mais moi j'ai 15 ans d'expérience, je connais très très bien mon métier, c'est vrai, j'ai qu'une licence ». J'ai une licence quand même et les recruteurs ne veulent même pas me prendre en entretien. Malheureusement, c'est un cas assez fréquent. Donc je conseille par exemple de faire une VAE ou une VAP, donc au moins avoir l'équivalence Bac plus 4 minimum pour pouvoir être audible lors des entretiens des recruteurs. Voilà, donc ça c'est la partie, le marché, la maturité des pays francophones européens. Après il y a les autres pays francophones et notamment j'en parlais des pays africains. Alors là c'est encore moins mature, vraiment encore moins mature qu'en France. Parce que jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'improvisation, on va dire, sur les projets de système d'information. J'ai régulièrement des gens que je coach qui sont dans des pays africains et qui me disent « Oh là là, en fait, on vient d'avoir un nouveau patron qui est une entreprise anglo-saxonne et il nous demande d'avoir un document de cadrage, des SFD, mais avant, quand on implémentait un nouveau logiciel, bah voilà, on l'implémentait, quoi. On n'avait pas besoin de documentation. » Et effectivement, en fait, il faut savoir qu'on est dans un monde globalisé maintenant. Donc, quel que soit le pays, à un moment donné, vous avez affaire à l'international, que ce soit au niveau des clients, des fournisseurs ou carrément de maisons mères, puisqu'il y a des croissances externes qui se font tout le temps. Donc, et ben forcément, les pays les plus avancés, les pays anglo-saxons, ils vont avoir des exigences qui sont pour eux naturel, puisque c'est ce qu'ils pratiquent au quotidien. Ils vont avoir les mêmes exigences pour les entreprises fournisseurs ou les entreprises filiales qui rachètent par rapport à l'analyse métier. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de gens qui me disent comment je fais. On me demande des SFD pour développer, je pense à Ali qui m'a dit je dois déployer une solution de visioconférence dans des écoles. Et pas de bol, le sponsor, c'est un grand chef d'une grosse société de services et lui, il jure que par les SFD, spécifications fonctionnelles détaillées, donc il m'en demande, je ne sais pas comment faire. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà, donc au niveau maturité, sachez que ça dépend, le marché de la business analyst dépend de votre pays.
Donc, je vous l'ai dit, les projets informatiques, ils tirent le marché de l'emploi des business analysts. Alors, si vous venez pas de l'informatique et si vous savez pas trop ce que c'est un projet informatique, déjà, il faut faire un constat, c'est qu'une entreprise, elle peut plus se passer d'un système d'information. La communication, elle est vraiment globale, elle est mondiale. Les réseaux sociaux, ils sont partout, ça décuple les portées marketing et commerciales des organisations. Les entreprises, elles doivent s'adapter tout le temps au changement. Il y a tout le temps des changements. Et en fait, à l'époque, il y a quelques années, une entreprise, elle pouvait vraiment viser une stabilité sur de nombreuses années. Et maintenant, non, c'est plus possible. Il y a le danger qui est au coin de la rue tout le temps. La disruption technologique, c'est tous les jours qu'il y a des nouveaux produits qui émergent. Et donc, c'est un vrai danger pour les entreprises attentistes. Elles doivent être proactives. Et donc, forcément, pour être proactive, elle lance plein de projets pour survivre et aussi pour croître, heureusement. Donc, qui dit projet, dit business analyst. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, business analyst, vous allez rencontrer d'autres termes, consultant, consultant fonctionnel, assistant à la maîtrise d'ouvrage, product owner, analyste métier, responsable des procédures, MOA, chef de projet MOA également, etc. Donc, il y a un certain nombre de synonymes tout partie en fait du métier de business analyst que vous allez rencontrer. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, donc alors, il faut savoir également que ce sont les ESN, entreprises de services du numérique, qui sont les premiers pourvoyeurs de profils de business analyst. Là aussi, à peu près 80%. Donc en ce moment, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté des nombreuses offres en spécialiste big data, intelligence artificielle, data science, etc. Mais sachez que les entreprises, elles sont aussi à l'affût des profils de business analyst qui sont difficiles à trouver. Pourquoi difficiles? Parce que pas formés, parce qu'il n'y a pas de diplôme en général dessus. Donc c'est évidemment plus compliqué de savoir identifier les bons profils. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'il y a à la fois une pénurie de profils qualifiés de business analyst et en même temps, alors pendant longtemps, les recruteurs ils disaient bon, il n'y a pas de profil qualifié, c'est pas grave, je prends celles et ceux qui, à mon avis, feront les meilleurs business analysts et donc je me focalise sur les soft skills, les compétences interpersonnelles. Ceux qui ont une bonne capacité de présentation, de communication et en plus qui ont un bac plus 5, bon, ceux-là, grosso modo, je pense qu'ils feront des bons business analysts. Et ça s'arrêtait là à peu près les exigences des recruteurs. Mais maintenant, en fait, ça commence à shifter vers une demande d'expertise. Et j'ai de plus en plus de gens qui me disent l'entretien, il a été costaud, quoi. On m'a posé des questions vraiment pointues sur les SFD, qu'est-ce que je mets dedans, les user stories, alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, ça n'existait pas. Et ce qui est, disons, un peu étrange aussi, c'est que les recruteurs qui vous posent ces questions-là, eux-mêmes, ne sont pas formés, ne sont pas informés. Et je le dis souvent, mais souvent un recruteur, il pense qu'un business analyst, il fait des spécifications fonctionnelles détaillées et des tests logiciels et un peu de formation. Et dans leur tête, c'est à peu près tout. Alors que c'est pas du tout ça. Évidemment, c'est un morceau important de l'analyse métier, mais il y a énormément d'autres activités, dont une tonne d'activités d'analyse indispensables avant, par exemple, de rédiger des spécifications fonctionnelles ou de préparer vos tests logiciels. Donc voilà, il y a aussi l'information des recruteurs qui reste à faire. C'est pas de votre ressort malheureusement, mais vous, en tant que futur recruté, c'est à vous finalement d'arriver avec suffisamment de connaissances du métier et des attentes des entreprises pour pouvoir les challenger. N'oubliez pas qu'en entretien, c'est celui qui pose les questions qui a le pouvoir. Donc si vous êtes tout le temps celui qui répond, c'est pas vous qui avez le pouvoir. Donc face à un recruteur, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Alors dites-moi en plus, vous me dites que vous voulez un business analyst sur des projets d'ERP, mais vous me parlez pas du contexte de vos clients. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus? Ou alors, vous me parlez de connaître le SQL et du XML, mais dites-moi en plus, est-ce que ça signifie en ce cas-là que vous vouliez quelqu'un de très technique parce qu'il doit savoir rentrer dans les bases de données? Voilà, c'est à vous aussi de prendre le lead et de poser des questions. J'ai fait une grosse parenthèse, donc je vais la refermer, mais voilà, c'est la compréhension de ce métier et des attentes qui est importante. Alors après, si vous n'êtes pas encore business analyst, vous êtes issu du métier. Alors issu du métier, c'est quoi? C'est par exemple professionnel issu de la vente de détail, du transport, de la banque, des assurances, de l'industrie,
des loisirs. Vous pouvez être par contre également spécialisé dans la finance, la compta, la logistique, la vente, le marketing, les ressources humaines. Voilà, ça c'est ça ce qu'on appelle le métier. La liste est évidemment infinie. Donc, vous êtes issu de ces métiers-là, et comme Monique, qui était ingénieure d'affaires et qui vendait des solutions en informatique, de logiciels d'informatique, vous avez des atouts. Je prends plusieurs exemples. Projet de business intelligence. La business intelligence, en fait, ce sont des logiciels en fait qui permettent de collecter des millions de lignes de données que les entreprises elles émettent tous les jours. Par exemple, les lignes de facture des grosses entreprises, elles en ont des milliers par jour. Ça peut être aussi de stock, ça peut être des produits, etc. Donc là, il y a des milliers, des millions de données qui sont dans une entreprise, et cette masse énorme de données, c'est impossible en fait de la retraiter à la main, c'est très compliqué. Donc il y a des logiciels qui sont prévus pour ça, qu'on appelle des logiciels de business intelligence, qui sont destinés par exemple aux contrôleurs de gestion, aux comptables, aux dirigeants. En gros, je manipule plein de données, j'en sors des KPI, des indicateurs, et ça permet de faire des prises de décision rapides. Donc, une entreprise qui veut déployer un logiciel de business intelligence pour des contrôleurs de gestion qui faisaient ça avant à la main dans Excel ou dans Access, eh bien, vous, en tant qu'ancien contrôleur de gestion, par exemple, vous avez cette connaissance des besoins métiers qui est extrêmement précieuse pour les projets de système d'information. Imaginez une autre entreprise qui veut créer une application mobile pour permettre à ses clients de commander plus facilement ses produits ou services. Si vous avez été commercial par exemple, dans le même secteur, vous avez une connaissance des besoins des clients qui va permettre d'affiner les fonctionnalités que l'application pourra avoir. Imaginez, je ne sais pas moi, une entreprise qui veut prédire les comportements d'achat de ses clients pour mieux leur suggérer automatiquement des produits en rapport avec leurs besoins. Vous voyez tout ça sur Internet. Si vous avez cherché des produits, vous avez forcément vous avez été repéré et vous avez des propositions de produits qui, comme par hasard, correspondent à votre dernière recherche. Et bien, évidemment, derrière, c'est des projets informatiques et il y a des développeurs, il y a des spécialistes du big data, de l'intelligence artificielle, des data science, et il y a des business analysts qui vont réfléchir à organiser en fait et à structurer et à mettre en place toutes ces fonctionnalités. Donc la liste est infinie, les projets informatiques, il n'y a pas un projet identique, même pour les projets qui font appel au même logiciel, par exemple l'implémentation de SAP, qui est un ERP, eh bien évidemment c'est un logiciel qui peut être déployé dans plein d'entreprises différentes, mais malgré tout, chaque entreprise aura son besoin. Et donc, il y aura des business analysts métiers qui vont connaître et collecter le besoin utilisateur et qui vont derrière être hyper pertinents sur ces projets. Donc ça, déjà, grâce à votre expérience terrain, sachez que c'est vous qui saurez le mieux appréhender le besoin des utilisateurs finaux et de l'organisation. Par contre, évidemment, il est très vraisemblable que vous ne soyez pas formé à l'informatique ni à la gestion de projets de système d'information. Je mentionne ces deux disciplines parce que quand on est business analyst IT, on doit connaître son métier, business analyst, mais on doit aussi comprendre, avoir un vernis IT, et on doit aussi comprendre ce que c'est que la gestion de projet de système d'information. On n'est pas un expert dans l'informatique, mais on doit avoir un vernis. Donc, d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite là-dessus, je crois, il y a 2 semaines. Allez sur ma chaîne YouTube, il y a le replay qui mentionne sur doit-on avoir une connaissance en informatique pour être business analyst IT. Je réponds de manière plus détaillée. Voilà, alors, comment fait-on, du coup, pour devenir business analyst quand on vient du métier? Monique, dans son cas spécifique, elle a une connaissance commerciale. Elle a aussi une connaissance des logiciels IT et donc forcément, j'imagine qu'en tant qu'ingénieure d'affaires, elle a été proche de ses clients en tout cas et elle a collecté déjà leurs besoins. Un commercial, forcément, il va essayer de comprendre ce que veut le client pour lui proposer le meilleur produit. Donc déjà, c'est un énorme atout, Monique, c'est que chez les éditeurs de solutions informatiques, eh ben, tu es bien placé entre guillemets pour être business analyst parce que tu comprends le besoin à la fois de l'organisation de l'éditeur et à la fois des clients de cet éditeur. Donc ça fait partie des atouts
à vraiment prendre conscience que tu as. Et je vous invite du coup, à vous tous, à faire le tri en fait dans votre expérience métier de ce que sont vos forces et faiblesses. Moi par exemple, j'ai été contrôleur de gestion international. Donc quand j'ai voulu me reconvertir, alors il se trouve que j'ai fait un master en informatique en fonds GSIF, donc j'ai fait une année où j'ai été formée à des compétences complémentaires en informatique, ce qui m'a énormément aidée. Mais je me suis également appuyée sur ma précédente expérience de contrôleur de gestion. Et j'ai commencé sur des projets de business intelligence adressés à des contrôleurs de gestion. Donc, vous voyez, essayez déjà d'identifier vos forces dans votre métier actuel. Si vous êtes dans la vente, vous allez plutôt viser des entreprises qui déploient des projets ou des applications dédiées à la vente, à la commercialisation. Si vous êtes plutôt dans la logistique, vous allez sans doute plutôt aller chercher des ERP qui déploient des modules logistiques, parce que vous comprenez ce que c'est que la gestion de stock. Si vous êtes plutôt ressources humaines, eh bien, vous allez peut-être plutôt déployer, chercher à aider les entreprises, les futures entreprises, vos futurs employeurs, à déployer des SIRH, donc des logiciels qui sont spécialisés dans la gestion de ressources humaines. Donc, première chose, appuyez-vous, identifiez et mettez en avant vos forces métiers, votre expérience métier. Donc, ça, première chose, vous prenez un papier et vous mettez tout ça par écrit. Une autre chose qui est importante à savoir, ça ce sont les hard skills, d'accord, c'est l'expérience. Après, un business analyst, il a, je dirais, une bonne 50% de soft skills, de compétences inter- et intrapersonnelles. Si vous avez du mal à vous exprimer, à communiquer, à présenter, il va falloir travailler dessus. Donc, il faudra identifier ce qui fait partie de vos forces. J'ai des personnes qui sont des formateurs, par exemple, qui ont une aisance forcément pour s'exprimer. C'est très bien dans ce cas-là d'avoir conscience de cette force et de savoir que ça va être un atout réel pour l'entreprise. Donc, quelles sont vos soft skills? Quelles sont vos compétences inter- et intrapersonnelles? Ça me fait penser que j'ai écrit un article sur la personnalité MBTI des business analysts. Regardez sur mon blog, il y a un article qui est assez récent qui en parle. Ça vous aiguillera aussi sur ce que sont les compétences interpersonnelles requises quand on est business analyst. Donc ça, c'est la première chose. Pour se faire recruter, d'abord, vous identifiez et mettez en avant vos forces et vos soft skills. Deuxième chose, j'en ai parlé, vous allez identifier les types de projets, de secteurs d'activité ou d'entreprises qui sont compatibles avec votre profil métier. Donc je sais que c'est pas facile quand on ne connaît pas ce monde-là, mais essayez quand même de vous renseigner sur Internet ou de voir comment ça s'est passé dans votre propre entreprise. C'est forcé que dans votre entreprise, il y a eu des projets informatiques qui ont été déployés. Donc, est-ce que ça a été plutôt des projets, je ne sais pas moi, des applications web? Est-ce que ça a plutôt été des projets d'ERP, etc. Et voyez en quoi ce type de projet peut être compatible avec votre métier. Si vous êtes je sais pas, vous avez une licence aérospatiale, je dis ça parce que aéronautique, j'ai travaillé longtemps pour Airbus Hélicoptère, donc il y a beaucoup de gens qui ont des licences en aéro. Et donc, ils connaissent très, très bien tout ce qui est les aéronefs, les hélicoptères, etc. Pour devenir business analyst, ils vont plutôt cibler les fabricants, les constructeurs et même les fournisseurs de pièces détachées de tous ces hélicoptères et de tous ces aéronefs parce qu'il y a des spécificités extrêmement pointues en termes métiers. Par exemple, les réglementations avec les ASA, etc. Donc, appuyez-vous sur votre expertise métier, pour identifier déjà les entreprises, les secteurs d'activité et les types de projets compatibles. Ça vous évitera d'essayer de vous faire recruter auprès d'entreprises qui sont trop éloignées en fait, de votre profil métier. Troisième point, pour atteindre cet objectif de devenir business analyst en système d'information, je sais que ça ne va pas vous faire plaisir à certains d'entre vous, mais il faut avoir un vernis informatique. C'est compliqué d'être un business analyst IT qui est on va dire au milieu entre le métier et les équipes techniques, informatiques, et de ne connaître que le métier. Parce que vous ne saurez pas parler le même langage que les équipes techniques de développeurs. Encore une fois, il ne faut pas être un expert, il faut un vernis. Donc, c'est pas nécessaire, je dirais, de faire une formation. Moi, je l'ai faite, mais c'est pas nécessaire. L'auto-formation
est suffisante. Vous allez trouver sur Internet plein d'informations sur un certain nombre on va dire, de domaines informatiques qui seraient, à mon avis, requis pour être business analyst en système d'information. Je le mentionne dans une vidéo d'un autre live. Donc allez regarder également les compétences IT que je conseille. Grosso modo, base de données, gestion de projet informatique, les langages SQL, XML, mais de manière hyper stratosphérique. Ne cherchez pas à savoir coder ou faire quelque chose de compliqué. L'algorithmie aussi, qui est très intéressant parce que ça, pour le coup, vous allez le réutiliser. C'est une astuce que je donne lorsqu'on écrit les specs fonctionnels, mais on peut réutiliser la notion d'algorithme pour formuler ces specs de manière hyper claire, non ambiguë, qu'un développeur va comprendre de suite et qu'un utilisateur métier va également comprendre tout de suite. Voilà. Donc, troisième point, pour devenir business analyst en système d'information, je vous conseille vraiment d'avoir ce vernis IT. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais vous allez avoir plus de difficultés, soit au recrutement, soit en tout cas a posteriori. Vous pourrez vous former après coup, mais si vous avez un peu de temps devant vous, je vous le conseille. Vous allez regarder les vidéos YouTube, vous faites des petites formations à 9 € sur Udemy, Open Classroom ou je ne sais pas quoi, mais voilà, ayez au moins cette compréhension de certains vocabulaires. Et évidemment, quatrième étape, donc on a dit mettre en avant ses forces et s'appuyer sur ses forces et ses soft skills, identifier les types de projets, de secteurs d'activité, d'entreprises compatibles avec votre profil métier, avoir un léger vernis IT, et quatrième point, évidemment, formation au métier de business analyst. Et là, ça se corse, parce que si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit, le marché de la business analyst est très hétérogène et n'a pas la même maturité en fonction des pays. Donc, si vous êtes dans les pays anglophones, par exemple, vous êtes au Canada, au Québec, eh bien, là, c'est francophone, mais vous êtes dans un pays où la business analyse est beaucoup plus connue que chez nous, en France, par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir trouver des formations diplômantes assez facilement. Donc là, c'est l'idéal. Si vous avez le temps et les moyens, parce que vous allez avoir les théories, des cas pratiques, et à la fin, vous aurez le diplôme. Je vous conseille de le coupler, bien entendu, avec la démarche dont je vous ai parlé d'analyse de vos forces et faiblesses pour vous faire recruter. Parce que voilà, c'est pareil, vous aurez peut-être le diplôme de business analyst, mais le mieux, c'est qu'en plus de ça, vous puissiez sortir du lot et vous appuyer sur vos propres forces métiers, on va dire, et donc expérience professionnelle d'avant ce diplôme. Donc le problème, effectivement, c'est que hormis ces pays-là, il y a très peu de formations diplômantes qui existent. En France, je mentionne l'ITESIA qui est à Cergy-Pontoise. Je sais que d'autres organismes essayent de mettre en place des formations diplômantes en business analyse. Sachez que pour le moment, c'est vraiment la seule. Tous les autres diplômes dont on m'a fait part, je ne les connais pas tous, mais en fait tous ceux dont on m'a fait part, ce n'est pas vraiment de la business analyse. C'est des activités ou c'est de l'expertise sur plein de sujets différents, mais pas de la business analyse à proprement parler, pas du métier. Voilà. Donc c'est forcément long, ça représente un coût, vous n'avez pas forcément le temps ni la possibilité, donc je sais que ce n'est pas forcément évident. Après, il y a la certification. Alors, je vois l'heure, mon Dieu, 12h50. Vous êtes encore là. Je ne parle pas toute seule devant mon écran. Mais en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est super long. J'arrive pas à garder mon quart d'heure de Facebook Live du jeudi. Donc voilà, formation certifiante, ça c'est les schémas de certification, je vous envoie du coup, vu l'heure, je ne vais pas m'étaler dessus, sur le replay dans lequel je parle des certifications en business analyse. Ça permet de rassurer, on va dire, un employeur, et encore une fois, vous avez compris, les employeurs ils ne connaissent pas les certifications de la business analyse, mais peut-être que pour vous, ça peut vous permettre d'apprendre les rudiments du vocabulaire à la business analyse, même si ça reste très théorique, sachant également que vous n'avez accès en tant que junior qu'au premier niveau, qui n'a pas de prérequis d'expérience. À l'IIBA, par exemple, ce premier niveau de certification s'appelle ECBA, Entry Certificate of Business Analysis. Sachez que le problème de la certification, c'est que ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de bachotage, parce que vous allez apprendre en fait le corpus de connaissances du schéma, donc ça peut être celui du PMI, celui de l'IQBBA, celui de l'IIBA, mais vous allez quand même devoir apprendre leur corpus de connaissances.
Donc à la fin, parce que pourquoi à la fin il y a un QCM en fait, un QCM théorique, donc connaît pas, voilà. C'est pas opérationnel, là aussi attention, syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, j'en ai parlé plusieurs fois, mais vous pouvez ressentir un vrai écart entre les attentes de l'employeur qui ne connaissant pas les certifications, dit ah j'embauche un business analyst certifié, ça doit être quelqu'un d'hyper fort, et puis vous c'est votre première mission, et en fait vous allez arriver sur votre premier job de business analyst et vous allez être noyé, voilà. Donc aussi un petit danger, ne faites pas que la certification, c'est vraiment c'est bien, pourquoi pas, je pense en plus dans quelques années, à mon avis, la certification sera beaucoup plus fréquente que maintenant, mais sachez que c'est pas ça qui va vous permettre après d'exercer votre métier et mettons que vous êtes embauché en CDI avec une période d'essai, il va falloir la transformer, cette période d'essai en poste fixe, vous êtes embauché définitivement. Autre chose, la formation sur le tas. C'est très important la formation sur le tas. C'est 99,9% des business analysts quand même, dont moi-même. Puisque il y a 12 ans quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation, pas de certification, il n'y avait rien. Donc je me suis absolument formée sur le tas. Mais vous avez compris que j'ai fait quand même l'investissement d'une formation en informatique. Ça s'appelait à l'époque Master 2 CCI, compétences complémentaires en informatique. Et pendant un an, en fait, j'ai appris vraiment les bases de l'informatique, que ce soit les langages, que ce soit la qualité des systèmes d'information, l'algorithmie, les langages du web, le C, le Java. Voilà, je ne suis pas une experte du tout en développement, mais je comprends. Je suis capable du coup de parler avec les développeurs, je suis capable de parler avec les architectes. Et voilà, donc ça, formation sur le tas, en ce qui concerne le métier de business analyst pur, le métier pur, souvent, on arrive sur une mission, on découvre un projet, le chef de projet, quand on est vraiment junior, nous dit fais-moi les spécifications fonctionnelles détaillées, ça c'est le cas ultra classique. Et la première fois qu'on doit en faire, on ne sait pas par où commencer, on cherche un template. Ouais, chouette, il y a un template, il y a quelqu'un qui a déjà fait des specs avant, on essaye de voir ce qu'il y a dedans et on essaye de copier. C'est un peu catastrophique en réalité en termes de qualité, mais on passe tous par là. Donc, formation sur le tas, ça veut dire être proactif. Hein. Ça veut dire aller chercher sur Internet, chercher des formations qualifiantes sur les plateformes d'e-learning éventuellement. C'est à vous le soir, vous rentrez du travail, vous allez peut-être encore passer un peu de temps à faire de l'auto-formation. Le week-end aussi, moi c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. C'est plus facile à faire quand on aime son métier aussi. C'est pas une corvée dans ces cas-là, mais sachez qu'il faut beaucoup d'autodiscipline, mais que 99% des business analysts se forment sur le tas. Voilà. Et dernière chose, tout de même, donc je vous ai parlé des certifications, des formations diplômantes, de la formation sur le tas. Et il y a aussi la partie formation qualifiante. Alors, je suis en plein dedans, je viens de lancer ma formation en e-learning, ceux qui m'ont un petit peu suivi ou qui sont abonnés à la newsletter, je leur ai envoyé un message. Donc, il y a en fait une formation qualifiante, qu'est-ce que c'est ? C'est opérationnel. C'est quelque chose qui est tout sauf théorie. Enfin, il y a de la théorie, vous ne pouvez pas faire autrement. Par contre, ça permet de l'utiliser dès le lendemain où vous avez appris votre formation au quotidien. Vous pouvez l'utiliser dans votre métier de business analyst. Les formations qualifiantes, il y en a en présentiel. Donc l'entreprise, elle se rend compte qu'elle a besoin de former ses business analysts et elle va chercher des formateurs. Ce qui a été mon cas, j'ai formé des business analysts chez Airbus Hélicoptère notamment. Il y avait en tout cas, j'ai une commande qui a permis de former les business analysts qui venaient de plein de mondes différents, qui venaient de l'aéro, qui venaient de la technique, qui venaient de l'ERP, qui venaient de plein de secteurs différents et qui n'avaient pas appris ce métier. Donc ça, c'est la première chose. Votre entreprise peut éventuellement avoir un catalogue avec des formateurs en présentiel sur l'analyse métier. C'est quand même très rare. Et là, il n'y a pas de répertoire commun, si vous voulez. Donc, je ne peux pas vous donner de liste de formateurs qualifiants. Après, il y a l'e-learning. L'e-learning, pour moi, je pense que c'est un peu l'avenir, surtout avec le Covid-19, où on a un peu plus de mal avec tout ce qui est présentiel. Mais e-learning, ça permet de le faire quand on veut, et de passer 10 minutes par jour ou 2 heures par jour si on veut, à son rythme, de revenir dessus comme on veut. Ça permet aussi de préparer une reconversion. Si vous êtes encore en poste et que vous réfléchissez à vous reconvertir, c'est vrai que formation en e-learning, vous en faites sur votre smartphone, vous regardez ça quand vous rentrez chez vous le soir ou dans les embouteillages ou dans le métro, le RER ou le train. Vous pouvez le faire le soir 10 minutes. C'est un mode en fait, d'apprentissage qui est pratique. Donc moi, c'est vrai que je me suis orientée là-dessus pour vous aider, pour aider tous ceux qui me posaient la question parce que j'avais une formation en présentiel.
Et j'ai eu tellement de demandes, mais où est-ce qu'on peut la voir, votre formation, que j'ai décidé de la transformer en e-learning. Donc, elle est en cours de tournage. Jusqu'au 31 mai, j'ai fait un pré-lancement pour tous ceux qui me le demandaient avec un tarif spécifique parce qu'elle n'est pas terminée et que voilà, je pense fin juillet, je l'aurai terminée totalement, mais il y a déjà 30% qui est tourné. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder sur mon site. Mais voilà, donc c'était pas l'objectif du live, donc là je me suis un peu étendue. Mais sachez, voilà, pour devenir business analyst, il y a toutes ces étapes à faire au préalable et ne jamais prendre pour acquis qu'une fois que vous avez, par exemple, si vous avez la chance de faire un diplôme de business analyst, ne jamais prendre pour acquis qu'après c'est fini, tranquille pour toute votre vie, doigt de pied en éventail, vous n'avez plus besoin de vous former. Un business analyst, il se forme tout le temps. Tout le temps, parce qu'il n'y a pas un projet qui se ressemble. Donc, personnellement, en 12 ans d'expérience de business analyst, j'ai à chaque fois dû apprendre quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas avant. Que ce soit au niveau métier, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau des pratiques, par exemple, de gestion de projet. Voilà, sachez-le. Et c'est ça qui fait aussi le fun de ce métier, c'est que on n'est jamais à s'ennuyer en fait. On apprend toujours des tonnes de choses et c'est hyper enrichissant. Voilà. Donc j'en ai fini pour la question de Monique. J'espère que j'ai répondu. Alors je suis désolée, 3/4 d'heure. Comme prévu, j'ai complètement débordé. Je vais regarder vos questions. Alors. Hop, je vais vous mettre face à moi, sinon vous allez me regarder de traviole et moi aussi. Alors. Abou Diam, comment être un bon business analyst quand on est contrôleur de gestion junior? Alors junior, je ne sais pas ce que tu entends par là. Est-ce que c'est que tu viens de commencer et tu ne connais pas encore bien le métier? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une expérience, une expertise que tu as, contrôle de gestion, et que normalement, même si tu as moins de 2 ans d'expérience, tu es capable d'identifier les besoins métiers des contrôleurs de gestion. Tu sais que tu as des clôtures mensuelles, annuelles, tu sais que tu as la préparation du budget, des forecasts, tu sais de quelle manière tu vas devoir agréger tes données. Tu es peut-être contrôleur de gestion industriel, je ne sais pas, il y a plusieurs sortes de contrôleurs de gestion, industriel, financier, etc. Donc là, identifie peut-être plus spécifiquement ta branche, mais j'en ai parlé puisque je suis un ancien contrôleur de gestion. Heureusement, c'est loin. 9 années où j'aurais préféré faire autre chose, mais bon, je pense qu'on est peut-être nombreux aussi à faire une première expérience professionnelle où on ne s'épanouit pas forcément. En tout cas, quand j'ai commencé en tant que business analyst, j'ai commencé par des projets de business intelligence. Donc j'en ai parlé. La business intelligence, c'est par exemple Cognos, Hyperion S-Base, c'est tous les logiciels, c'est ClickView, c'est tous ces logiciels qui permettent de collecter un nombre énorme de données financières ou logistiques ou tout ce que tu veux, et d'en sortir des indicateurs. Et quand tu es contrôleur de gestion, en général, tu passes un temps énorme à chercher plein de données sources dans tous les sens, à faire des tableaux croisés dynamiques, à faire des mini bases access pour sortir quoi? Des indicateurs. Donc les projets d'implémentation de business intelligence, pour toi, ça serait une bonne porte d'entrée pour devenir business analyst. Tu vas pouvoir t'appuyer sur ton expertise métier. J'ai pas beaucoup d'autres questions. Alors Abou me dit oui, je viens de commencer, je ne connais pas encore le métier. Ça n'empêche pas, hein, tu pourras quand même marquer. En plus, j'imagine que tu as une formation peut-être contrôle de gestion avant ou je ne sais pas, ou finance, j'en sais pas suffisamment en tout cas là-dessus, mais sache que vraiment, projet d'ERP et de BI, ça peut être une bonne porte d'entrée. Alors Jafar, bonjour, tu me dis le cahier des charges est-il rédigé par le business analyst? Alors oui, oui et non. Un cahier des charges, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui va formaliser le besoin de l'entreprise cliente. Donc l'entreprise cliente, elle a une idée en tête. Donc en gros, elle a soit un problème à régler, soit un besoin de changement. Et en informatique, ça va être, bon, par exemple, voilà, tiens, le Covid-19. Catastrophe, mon activité s'effondre parce que mes salariés ne peuvent plus travailler en présentiel dans les locaux. Donc, il va falloir que je mette en place tout de suite une solution pour que si jamais ça se reproduise, mon activité ne s'arrête pas. Donc, comment faire pour faire cela? Peut-être de la visioconférence, peut-être que je vais mettre en place des solutions d'accès à distance à mon réseau, etc. Donc ça, c'est un besoin de changement. Le cahier des charges, ça va être le document
que l'entreprise initiatrice de ce changement va écrire. Donc ça peut être soit le responsable, le cadre, le manager en fait, tout simplement de l'entreprise qui va écrire son propre cahier des charges. Il va dire voilà, objectif, qui je suis comme entreprise, qui je suis comme département d'entreprise, quels sont mes objectifs, quels sont mes délais, et après il va remettre ce cahier des charges à alors soit en appel d'offres, il va chercher un fournisseur, il va dire voilà mes besoins, qui répond parmi les fournisseurs de solutions informatiques, qui peut répondre. Et il va avoir des réponses, des propositions commerciales. Soit, effectivement, si le manager n'est pas capable ou n'a pas le temps, il peut se reposer sur un business analyst qui sera plutôt en interne. Après, on peut être business analyst, ce qu'on appelle maintenant en France plutôt consultant assistant à la maîtrise d'ouvrage. Donc dans ce rôle-là, on est en capacité d'aider le manager à construire son cahier des charges. Donc ce n'est pas systématiquement le business analyst, mais il peut également faire partie des gens qui vont le rédiger, tout à fait. La différence avec les SFG, ça n'a rien à voir. En fait, les spécifications fonctionnelles générales, c'est... donc là, cahier des charges, c'est le besoin. J'ai besoin de prendre un café. C'est mon besoin, voilà. C'est quoi la solution? La solution, c'est une machine à café avec des pièces qu'on insère. Ça peut être quoi? Une machine expresso là, avec des capsules. Ça peut être aller au café du coin pour me l'acheter. Ça, c'est les solutions. Donc, cahier des charges, c'est le besoin. SFG, spécification fonctionnelle générale, on est déjà dans la solution. On a identifié que je voulais une machine à café perso pour ma cuisine, une espresso avec des capsules. Je veux des capsules, les autres, je trouve que c'est pas bon. Donc ça, c'est mon besoin. Et dans les SFG, tu vas identifier les fonctionnalités de haut niveau de ta machine. Par exemple, capsule. Prends les capsules, restitue le café sous plusieurs niveaux, plusieurs types de tasses, grand modèle, petit modèle, etc. Je veux finalement aussi que ma machine à café elle fasse du chocolat. Donc, je veux aussi des capsules chocolat. Je veux un petit réservoir me suffit parce qu'on n'est que deux dans la maison à en prendre. Voilà. Donc ça, c'est les fonctionnalités de ta machine à café. Et après, tu vas les prioriser. Tu en as certaines qui sont prioritaires. Par exemple, en priorité, c'est forcément qu'elle puisse délivrer du café. Tu t'en fiches un petit peu qu'elle fasse une lumière bleue quand elle est allumée. Ça, c'est pas une fonctionnalité importante. Et donc, tu vas les prioriser et tu vas aussi mettre une criticité. Il y a certaines fonctionnalités qui sont critiques dans le sens si elles n'existent pas, le produit en lui-même, il ne sert plus à rien. Voilà. Donc ça, c'est ça les SFG. Ça ferait l'objet d'une énorme formation. Sache que c'est quand même dans ma formation en e-learning, j'en parle amplement. Je parle des SFD, des SFG, des user stories, des product backlog. Je parle de toutes les analyses qui permettent aussi de remplir ces SFG et comment on parvient à compléter ce document qui est un document qu'on ne rencontre que sur les projets gérés de manière traditionnelle, en V en cascade. Je vais parler chinois pour certains d'entre vous, mais sachez qu'on ne rencontre pas ça sur les projets gérés de manière agile. Et je m'arrêterai là parce que je pense que j'ai perdu, ça a duré presque 1 heure, j'ai perdu pratiquement tout le monde. Et il n'y a pas d'autres questions d'autre part. N'hésitez pas à me laisser vos questions si vous en avez d'autres qui arrivent suite à ce Facebook Live. J'y répondrai volontiers. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier pour un prochain Facebook Live, n'hésitez pas. Et voilà, et je pense qu'il est l'heure pour les Français, il est 13h06 d'aller déjeuner, c'est l'ascension, on est censé ne pas travailler, donc moi je vais peut-être m'arrêter pour aujourd'hui. Pour ceux qui travaillent encore, bon courage, et puis à bientôt. Le prochain Facebook Live, c'est jeudi prochain à 12h15. Je pensais changer un peu les horaires, j'enverrai sans doute un sondage pour savoir quels sont les horaires les plus appropriés à votre rythme aussi également. À bientôt, ciao à tout le monde.